Le saviez-vous, 11 millions de personnes prennent soin d'un proche fragilisé en France. On les appelle les aidants familiaux. Sans eux, des millions d'autres personnes malades ne s'en sortiraient tout simplement pas. Leur journée ressemble à des marathons puisqu'ils doivent au quotidien concilier travail et aide familiale. En cette journée nationale, nous sommes allés à la rencontre de Mona. La jeune femme de 24 ans s'occupe de sa mère atteinte de sclérose en plaques. Reportage David Madège, Guillaume Brunero et Laura Zéphir. Bonjour, Mona. Salut, ça va? Ouais, t'as le droit de m'embrasser pour la peine. Ouais, t'as... Entre Mona et sa mère Marie-Pascale, de la tendresse, beaucoup, de la complicité tout autant. Elle m'apporte énormément en conversation et en présence. Mona ne ménage pas ses efforts pour soulager comme elle le peut la souffrance de sa mère, atteinte de sclérose en plaques. L'aider par exemple à se déplacer en fauteuil roulant jusqu'à l'ascenseur installé dans sa chambre, un aménagement nécessaire pour pouvoir continuer à vivre chez elle. Je vais la récupérer en bas et pour l'amener au déjeuner maintenant à cette heure-ci. À 24 ans, Mona vit avec sa mère. Elle a même arrêté ses études il y a quelques mois. Trop difficile de conjuguer le rôle d'aidant, pour lequel elle touche 200 €, avec sa scolarité. Une auxiliaire de vie et des infirmiers s'occupent des soins, mais Mona, elle, tient à tout prix à être aux côtés de sa mère pour faire face à cette maladie dégénérative. Lui montrer que je suis là, que malgré tout, même s'il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui sont sauvés, tous ses amis qui sont sauvés, moi je pourrais pas lâcher ma mère, jamais. Je serai toujours là. Quoi qu'elle décide, je serai là, moi. C'est au moins ça que je peux faire, quoi. Comme Mona, il y aurait environ 500 000 aidants familiaux de moins de 25 ans, en majorité des femmes. Un statut reconnu par une loi de 2015, mais un rôle difficile dans un contexte souvent pesant, avec le sentiment de se sentir isolé. Pour y remédier, une émission de radio invite les aidants familiaux à raconter leur histoire. On commence tout juste à se dire on est un proche, mais c'est pas si facile que ça d'aider. Et trouver des solutions, on est beaucoup soumis au hasard, c'est beaucoup la débrouille. Face à la maladie qui progresse, Marie-Pascale et Mona n'ont pas choisi de se résigner, bien au contraire. Soudés comme jamais, ensemble chaque jour. Avis aux détectives en herbe. Il vous reste quelques heures seulement jusqu'au 31 décembre pour tenter d'empocher 10 millions de dollars, soit plus tout de même de 8 millions d'euros. C'est la récompense offerte par un musée de Boston à quiconque l'aidera à retrouver des œuvres d'art dérobées il y a plus de 20 ans par des voleurs déguisés en policiers. Degas, Rembrandt, Vermeer, Manet, des trésors qui restent introuvables. Laura Zéphir. À l'intérieur du musée Garner de Boston, des cadres vides à la place de certaines toiles. Depuis le 18 mars 1990, la date du plus grand vol commis dans un musée américain. Ce soir, le FBI est à la recherche de 2 voleurs qui ont dérobé des œuvres majeures d'un musée de Boston. 13 œuvres au total, dont 3 Rembrandt, 1 Vermeer, 1 Manet et 5 dessins et aquarelles de Degas. Butin, 1 demi-milliard d'euros. C'était terrible. C'était comme apprendre la mort de quelqu'un de votre famille. Ces œuvres étaient tellement précieuses. Un vol préparé minutieusement. Les 2 malfaiteurs se font passer pour des policiers avant de ligoter les 2 gardiens. En repartant, ils retirent la bande vidéo. Malgré des dizaines de pistes, des milliers d'auditions, le FBI piétine. 27 ans plus tard, toujours aucune trace des tableaux volés. Il n'y a aucun autre vol comparable. Des individus passant 81 minutes à l'intérieur d'un musée, prenant délibérément leur temps, puis qui disparaissent dans la nuit. Ces voleurs avaient forcément été renseignés. Pour espérer résoudre ce mystère, le musée Garner offre jusqu'à demain soir une récompense record, plus de 8 millions d'euros. Car l'établissement garde toujours l'espoir de retrouver ses toiles de maître. C'est la parfaite définition de l'inestimable parce que ces œuvres ne pourront jamais être vendues ou remplacées. Il est donc temps qu'elles rentrent à la maison. D'autant que délai de prescription oblige, aucune poursuite ne pourra être engagée.
student ran into the school and said that he heard gunshots, and then the security guards informed the other staff, and then they announced that there was a lockdown in the school. There were 3 bikes and a helmet, and they were completely mowed down by the truck because it was just moving at a really high speed. I'm shocked, yeah, because I go to BMCC and I'm on emotions because I know stuff like this happened, but to happen exactly where I go to school is really shocking. So it just makes me feel like we're not safe everywhere we go. I'm super surprised that there's still people trying to do this. It's very sad. I'm very surprised. It's a pity. Et on vous retrouve à New York. Laura Zéphirin, bonjour. Vous êtes sur les lieux même où s'est déroulée cette attaque. Comment les New-Yorkais vivent-ils cet événement 16 ans après le traumatisme du 11 septembre ? Alors Agnès, c'est le choc pour beaucoup de New-Yorkais. Juste après l'attaque, nous en avons rencontré certains qui nous ont tout de suite parlé du 11 septembre 2001, surtout que nous sommes dans le quartier de Tribeca, juste à côté de Ground Zero, là où le site est dédié aux victimes du 11 septembre. Le tout dans un contexte particulier. Nous sommes en pleine période de la Toussaint, il y a beaucoup de touristes. C'était Halloween, il y avait une grande parade qui était organisée. Alors le 31 octobre restera comme un jour sombre pour les New-Yorkais, d'autant que c'est le jour où a eu lieu l'attaque la plus meurtrière depuis le 11 septembre 2001. Un mot du profil du suspect, est-ce qu'on en sait plus ce matin ? Alors ce que l'on sait Agnès, c'est son identité, Sayfullo Saipov. Ce que l'on sait aussi, c'est que selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect est sorti de sa camionnette en criant « Dieu est grand ». Un suspect de 29 ans qui était armé de 2 armes factices. Il a immédiatement été interpellé dans sa camionnette. Les enquêteurs ont retrouvé une note qui indiquait que l'attaque était perpétrée pour le compte de l'État islamique. Ce que l'on sait également, c'est qu'il est originaire d'Ouzbékistan. Il était résident américain depuis 2010. Il avait une compagne, il vivait dans le New Jersey. Il est aussi père de 3 enfants. En attendant, la police de New York et le FBI ont lancé un appel pour obtenir davantage d'informations et ainsi faire avancer l'enquête. Laura Zéphirin à New York, merci beaucoup.